Hey guys, bienvenue dans ce 5e First Talk. Et oui, c'est déjà le 5e, mais nous, on est toujours ravis de vous retrouver tous les lundis avec moi, comme d'habitude. Erwan, il n'a pas son EPAP, mais je vous promets, c'est le vrai. Ça va, Erwan? Non, ça va, j'ai un simple oubli, mais t'inquiète pas, ça sera quand même papa peloulap. Ping. Lui, depuis qu'on le connaît, avant on disait I wanna be like Mike, maintenant I wanna be like Tom, évidemment. C'est Thomas, comment tu vas, Thomas? Merci pour cette petite présentation. J'ai un peu... Il faut l'assumer. Hein. Ouais. En plus, c'est ça l'idée de départ, mais c'est une idée adolescente, donc ça passe. Vraiment juste les gars, tu étais comme ça, le ballon passe entre tes jambes. Ouais, comme ça, plutôt. Bon, en tout cas, lui, le ballon ne passe pas entre ses jambes. On parlera évidemment au programme de Giannis Antetokounmpo. Antetokounmpo, évidemment, il fallait que je me foire sur son nom, le début. C'est un peu comme joueur aussi. Oui, Giannis Antetokounmpo, voilà, ça c'est fait, c'est bon. Le débat, on débattra sur les Lakers et puis on fera le top 5 sur les 5 meilleurs coachs de la ligue. Mais tout ça, ce sera après l'actu de la semaine. Bryant on the move with the jumper. Après un début quasi parfait des Cavs, les champions, ça y est, la semaine dernière, ils se sont inclinés. 3 défaites de suite. Franchement, les gars, qu'est-ce qu'on fait? On s'inquiète pour eux ou ça va? Ouais, semaine un petit peu compliquée, voire tragique dans les résultats et dans la manière surtout de la part des Cavs. Néanmoins, j'ai du mal à m'inquiéter pour ces gens-là. Parce qu'ils ont tellement une marge dans la conférence Est qu'on se dit finalement qu'ils ont le droit à s'autoriser des erreurs de parcours, voire des semaines d'erreurs entières. Maintenant, ça va être bien de rectifier, mais notamment le match face aux Clippers, qui était une affiche. Ils n'en jouent pas non plus toutes les semaines des grosses affiches comme ça. Ils sont complètement passés au travers. C'est assez curieux avec un J.R. Smith et un pourcentage bien dégueulasse au tir. Non, on n'est pas inquiet pour les Cavs. C'est pas comme s'ils allaient finir 8e de la conférence. Ils sont champions, ils sont largement en tête et ils sont largement meilleurs que tous les autres. Mais malgré tout, il y a un truc sur lequel on peut s'arrêter, c'est la défense. Qu'est-ce qui cloche finalement? C'est la défense. Regarde, je vois 3 matchs. Milwaukee, 118 points encaissés. Clippers à domicile, 113 points encaissés. Et contre Chicago, dont on va revenir un peu plus longuement, 111 points encaissés. Donc je crois que la première des choses, c'est la défense des Cavs qui est un peu déraillée comme ça. Il y a un autre truc, moi, c'est LeBron James. J'imagine que c'était la suite. Excuse-moi. Excuse-moi. LeBron, qu'en est-il de LeBron? LeBron, c'est le meilleur joueur de la planète. Voilà, bon, ça, on est d'accord. Malgré tout, il est mis au repos, je sais plus quand, contre Milwaukee, non, juste avant, il est mis au repos, bref, c'est pas grave. Et contre Chicago, donc gros match, il arrive avec la tenue des Cubs, voilà, petit pari avec Dwayne Wade, c'était marrant. Mais il arrive dans son match, donc 27 points, 13 passes, trop fort, mais 8 balles perdues, et surtout des balles perdues catastrophiques en fin de match, des balles dans les tribunes, des high-low ratés, des trucs que LeBron ne nous habitue pas finalement, et surtout un visage, il s'en fout, quoi. C'est facile. Est-ce que ça te rappelle pas un petit peu l'année dernière, sous l'époque David Blatt, quand il était un petit peu complètement détaché de tout ça? Moi, quand je vois cette attitude-là, quand je vois le match face à Chicago, j'ai retrouvé ce mauvais LeBron-là, qui n'était pas encore champion donc avec les Cavs. Donc, je sais pas, est-ce qu'il tombe un petit peu trop dans la facilité? Certainement, on sait que c'est humain, même si on sait que c'est des professionnels payés des millions, mais on sait que des fois, on tombe dans la facilité. Ils ont tellement de marge dans la conférence Est. Maintenant, 3 défaites d'affilée, ça va être bien de commencer à regarder des matchs parce que derrière, ça ne traîne pas. Ouais, clairement. Non, mais c'est vrai que c'est une bonne comparaison parce que finalement, c'était une situation complètement différente. Oui, David Blatt, il s'était en train de savonner la planche et tout, Tyronn Lue, c'est son pote, mais c'est vrai qu'on retrouve cette attitude de je m'en foutiste. Et ça on n'aime pas ce LeBron là, nous on aime le LeBron qui fait des stats, 27 points, 13 passes, waouh, incroyable, mais sur les fins de match, qui est incisif, qui donne la balle à Curry pour finir les matchs, et puis qui part pas de ballon, quoi. Et qui amène son équipe avec lui. Bon, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, tu parlais de leur défense, mais ils sont que 5e meilleure attaque de la Ligue avec 110 points par match. C'est ce que j'allais dire, est-ce que c'est décevant? À quoi on peut s'attendre? Est-ce que c'est leur positionnement? C'est défensivement, je pense que 5e meilleure attaque, ça roule pour eux, il n'y a pas de problème autour de LeBron James et de Kyrie Irving. Et Kevin Love. Ils amènent vraiment donc 5e attaque. C'est bien. C'est la 15e défense, mais je pense qu'ils ne sont pas encore mis en rythme là-dessus. Ouais. Ce soir, ils vont jouer face aux Raptors de Toronto. À quoi on peut s'attendre? Une belle affiche d'abord. Une belle revanche. Ça va être chaud. Non seulement une belle affiche, c'est quand même parce la finale de conférence. Parce que les Raptors sont à une défaite des Cavs. Exactement, donc c'est le revival de la finale de conférence. Puis c'est pour le leadership de la conférence Est. Les Raptors peuvent faire un très gros coup dans cette conférence en gagnant contre Cleveland, clairement. Ouais. Les Hawks, eux, n'ont plus d'ailes, ça y est, à domicile. Alors, ils sont hors sujet à l'extérieur, et puis à domicile, ça y est, ils lâchent. 10 défaites en 9 matchs, ou 9 défaites en 10 matchs, pardon. Atlanta n'est plus dans les 8 à l'Est. Que se passe-t-il? C'est assez catastrophique. Il y a une semaine ou deux, je disais qu'ils se déplaçaient en fuego, mais là, je pense qu'ils font carrément du stop. Là, ils sont carrément, les gars, c'est assez catastrophique. J'aimerais aller à Narbonne, s'il vous plaît. Cette ambiance est horrible. Et c'est assez incompréhensible. Pourtant, ils faisaient un bon début de saison. Mais ils font un bon début de saison. Ils avaient enfin recruté un pivot athlétique qui prenait des rebonds, qui faisait du cercle à cercle avec Dwight Howard. Ça semblait bien prendre avec Dennis Schroeder.
C'est assez incompréhensible. D'un coup, il y a eu claque, ils ont pris 2-3 roustes à l'extérieur et j'ai l'impression que ça les a traumatisés. Et en plus de ça, ils commencent à lâcher aussi des matchs à la maison. Ouais, non, mais je te rejoins, c'était une bonne équipe avec le bon apport de Dwight Howard sur le début de saison. Et puis, je vois les résultats, moins 44 contre Toronto, ils marquent 68 points contre Utah. Tu vois, des trucs comme ça, moins 30 contre Détroit. Plus que des défaites qui s'enchaînent de 10 points, 6 points, ils prennent des sacoches. Ouais. Ils prennent des sacoches terribles sur des défaites. Après, voilà, là, sur les derniers matchs, Millsap s'est blessé. Millsap, c'est peut-être le meilleur poste 4 de la conférence Est aujourd'hui. Donc, c'est vrai que c'est quand même un peu difficile de situer cette équipe sans Millsap. Mais il n'empêche, ça reste un gros collectif. Et cette équipe, malgré les absences, d'habitude, carbure bien. Bazemore est bien, Tim Hardaway Jr. est plutôt pas mal en sortie de banc. Schroeder faisait un bon début de saison. Et on l'a dit, Dwight Howard assumait son rôle de deuxième, troisième option dans un collectif sérieux. Il pouvait défendre. Mais là, aujourd'hui, intimidateur. Mais là, aujourd'hui, on ne retrouve plus du tout tout ce qui faisait leur force en début de saison. Ça veut dire quoi? Que le coach est en danger? Mike Budenholzer. C'est compliqué aujourd'hui pour toi. Ouais, je vois que les noms. Mais c'est bien, tu t'en sors très bien. Et ouais, mais alors c'est peut-être un peu tôt, mais en tout cas, on peut commencer à se poser la question. On sait que ça a été le grand disciple de Popovich. Popovich, on sait que sans ses stars, il y avait un fond de jeu qui permettait de s'exprimer. Quand Duncan était au repos, quand ses stars étaient au repos, les Spurs proposaient toujours du Spurs basketball. Et là, Budenholzer, sur 3 saisons, avait installé quelque chose et ça s'est effrité comme ça en 3 semaines. Et c'est très, très surprenant. Alors, si le discours du coach ne passe plus, qu'il y a une vraie fêlure, il va peut-être falloir intervenir. Hein. Ouais, vas-y. Non, mais surtout que là, en fait, ça me fait penser à la gestion de Jeff Teague. Alors, c'est un bon coach, il a été nommé coach de l'année il y a 2 ans maintenant. C'est un coach établi, une finale de conférence, 4 joueurs All-Star Game, très bien. Malgré tout, la gestion des stars en fin de contrat, donc Jeff Teague, l'année dernière, c'était très bizarre. Jeff Teague, pendant la saison, a dit ouvertement, moi j'ai envie de me barrer d'ici. Donc est-ce que c'était bisbille avec le coach? Est-ce que le message ne passe plus? Je pense qu'on n'en est pas encore là. Mais malgré tout, il se passe quelque chose de très étonnant. Je pense qu'on n'a pas encore de réponse. Dans cette semaine, ils vont jouer OKC et Miami. Est-ce que c'est un moyen de se relancer? C'est un bon test. Hein. C'est un bon test pour eux. Je pense que OKC, qui marche plutôt fort en ce moment, on va en reparler tout à l'heure, on peut les cueillir à domicile et ça peut être aussi une bonne manière de se relancer pour eux. Et après, tu m'as dit, c'est qui? Miami. Il y a Miami aussi, c'est toujours bien. Il faut gagner. Voilà. C'est pas genre. Mais je pense qu'aujourd'hui, même s'ils gagnent Ric-Rac, il faut qu'ils inversent complètement la spirale. Hein. Parce que si tu commences à enchaîner, la saison va être très très longue. Et on n'imagine tellement pas Atlanta pas en playoff. Bon, on enchaîne avec Draymond Green, le gars qui a fait parler, le gars qui est a.k.a. Karaté Green. Karaté Green, voilà, oui, c'est pas mal. Karaté Green ou JC Van Damme. Voilà, le roi du high kick en tout cas, et là je pense que ça fait un peu trop les gars. Spécialité high kick pour notre ami Draymond Green. C'est déjà son 7e coup de pied depuis le début de sa carrière, le gars pète les plombs. Il y a des stats qui sortent sur les coups de pied de Draymond Green. Ouais, on avait envie de parler de ça parce que non seulement il continue à mettre des coups de pied, mais en plus il fait des déclarations un peu bizarres. Alors ça je te laisse, Vanessa. Oui, il a dit, je ne sais pas s'ils ont pris des cours de kinésiologie pour savoir la façon dont votre corps doit réagir, en parlant évidemment des dirigeants de la NBA. Il joue la carte, c'est des réflexes. Ouais. Mais alors, tu sais très bien que j'aime beaucoup Draymond Green. Oui. Il a quand même eu un rôle avec ses coups de pied fous là. Il a eu chaud contre OKC en finale de conférence. Ça a eu un rôle importantissime lors des dernières finales NBA et j'ai l'impression que rien ne change et il devient de moins en moins défendable, Draymond Green. C'est ça qui est inquiétant. Parce que en vrai l'aspect du réflexe là, on a tous des mauvais réflexes, tu vois les coups de coude qui partent. Ça c'est basket. Non mais c'est basket. Des béquilles. Voilà, ça c'est basket. Mais des high kicks dans James Harden dans sa tête, il a remis un truc sur Marcus Chris, il remet un coup de pied. Non, mec, c'est pas du basket, tu peux dire ce qu'il veut. C'est un réflexe, j'ai jamais vu ça dans n'importe quel sport ou alors c'est du MMA quoi. C'est MMA ou taekwondo. Non, mais en plus les excuses sont vraiment bidons. Il dit statut sur des athlètes qui sautent au plafond, alors que je suis certain que toutes ces personnes ne peuvent pas toucher le cercle. Franchement, c'est ridicule. C'est un très mauvais exemple. C'est surtout une très mauvaise argumentation pour se défendre. Je peux pas juste dire, bon bah ça arrive, oui, je pète un peu les plombs. Non mais James Harden, à un moment donné, qui quand même pas, il fait pas 1m60, il s'est retrouvé avec le pied de Draymond Green derrière la tête. C'est un truc, un coup de pied à la Sagat, tu vois. C'est L2 sur la Super NES là. Ouais, c'est clair, exactement. Non, mais... Donc là, franchement, c'est une caricature de lui-même. Ouais. Mais il est en train. Attention, on l'aime beaucoup. Sam, alors c'est bien dans cette NBA un petit peu lisse du moment qu'il y ait des joueurs comme ça qui sortent du lot. Mais maintenant, faut pas oublier que ça reste un basketteur et qu'il ne devienne pas un showman. Voilà. Ouais, mais parce que de toute façon, l'NBA va le remettre dans le droit chemin quoi qu'il arrive. À la rigueur, que ce soit showman, nous, ça ne nous dérange pas, mais c'est juste qu'il fasse des coups bizarres et qu'en plus, dans un deuxième temps, il ait des argumentations hyper bizarres. Malgré tout, regarde, quand je vois ses stats, le mec fait une super saison. Bah justement, parlons-en de sa saison chez les Warriors. Il fait une bonne saison. On a beaucoup parlé de comment Draymond Green allait se situer avec l'arrivée de Kevin Durant sur le poste 4 et machin. Et moi, je le trouve
investi défensivement d'abord, mais en attaque, c'est lui le meilleur passeur, meilleur rebondeur, meilleur passeur, meilleur intercepteur, meilleur bloqueur. Donc c'est quand même un mec qui a une influence extraordinaire sur cette équipe dans les rôles de point forward aujourd'hui, parce que c'est vraiment lui le meneur de jeu, en tout cas de tête de raquette de cette équipe des Warriors. Mais ouais, donc s'il est suspendu, ça va leur faire mal, parce que si on décale quand on décale Kevin Durant en 4, Kevin Durant ne fait pas la même chose que Draymond Green. Tu vois, Draymond Green, il met un petit peu il met des fleurs dans la maison, comme diraient certains. C'est le ciment un petit peu de plein de choses. Si lui, il n'est plus là, il va énormément leur manquer. Et souvenez-vous, en finale NBA, quand il est suspendu, c'est comme le momentum, c'est la bascule de ces finales NBA. Je ne vais pas dire que c'est à cause de ça que Cleveland gagne. Loin de là, ça serait réduire ce qu'ils ont fait de revenir à 3-1. Mais c'est une forme de bascule. Donc, faut qu'il se calme. C'est un basketteur, pas un mec de taekwondo. Ce soir, il joue face aux Pacers. À quoi on peut s'attendre encore à un high kick? J'espère parce qu'il est quand même sur 2 high kicks en 2 matchs. Ouais. Le mec, c'est le même rythme que Russell Westbrook. Chaque match, tu attends le coup de pied dans la tête. J'espère qu'il va arrêter de lancer ses pieds déjà. Mais après, on n'est pas inquiet pour cette équipe de Warriors qui surfe sur la vague des succès. Bon, c'est bien, tu fais les transitions. On ne pouvait pas ne pas parler de Westbrook, forcément. Le 5e triple-double en 5 matchs. C'est fou. C'est un mutant. Il est au sommet de sa carrière. Il est inarrêtable. Que ce soit un contre un. Si on le sert, il va au drive. Si on lui laisse un peu d'espace, il shoot à 3 points, à mi-distance. Il est aussi dans la passe. Il a une énorme connexion avec Enes Kanter aussi, qui, à mon avis, capte la moitié de ses passes décisives en faisant du cercle à cercle et en courant comme un dératé. Ouais. Non, ils sont en train de se... Ce que j'aime bien dans ces derniers temps avec Westbrook, c'est qu'il est en train de trouver Oladipo, en train de trouver Kanter. Et ça va leur permettre de voyager. Ouais, clairement. En fait, on l'a sorti cette stat parce qu'il y a l'énorme comparatif avec Michael Jordan. Je te le laisse, c'est vrai, parce que tu me l'as sorti ce matin et elle est quand même super cool. Alors, donc 5 triple-doubles d'affilée, 5 victoires d'affilée. Ça n'était pas arrivé depuis Michael Jordan en 89. Jordan lui avait fait... J'étais pas né, Erwan. Jordan, je crois, avait fait Ah. 7 triple-doubles de suite, mais il avait gagné que 6 fois. Donc voilà, 5 victoires en 5 triple-doubles. Ce n'était pas arrivé depuis Michael Jordan. Et regardez les stats, quasiment 29, un peu plus de 14 rebonds et quasiment 14 passes de... Voilà, qu'est-ce que c'est que ces stats? C'est des stats qui sont au-dessus de ce que Jordan avait fait en 89. 28, 11, c'est incroyable. Mais là, on parle quand même de 14 rebonds, 13,8 passes pour un meneur de jeu. 14 rebonds. Enfin, la performance est incroyable. En plus, on le voit prendre des rebonds sur la tête des pivots, des rebonds offensifs, des rebonds importants en fin de match. Et moi, ce que j'aime sur cette série de matchs, en tout cas cette série de victoires, c'est qu'il prend les gros tirs et qu'il les marque. Là, j'ai le souvenir d'hier soir, il met un gros tir à 3 points à 1 minute de la fin. Boum, ça clôt le match. Et c'est clairement là-dessus qu'on l'attend. Faire des stats, on a compris, il sait faire, même si ça reste hyper rare. Voilà. Mais surtout, finir les matchs, appuyer ses stats avec des victoires. C'est ça qu'on attend et c'est les playoffs au bout du chemin. Moi, je me pose une question en tant qu'ancienne sportive. Comment il fait pour récupérer? Comment il fait pour enchaîner autant physiquement? C'est impressionnant, c'est ça qui est fou. Il mange des salades de fruits. C'est ça. Tous les matins, salade de fruits. Non, mais Geoffrey Lauvergne. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'est pas dans la night. Jusqu'à preuve du contraire, ou alors c'est un surhumain. Après, c'est un surhumain. Michael Jordan allait dans la night, jouait le matin et défonçait tout le monde. Non, Geoffrey Lauvergne a déclaré ces derniers temps dans les différents médias qu'il était impressionné par l'implication de ce gars-là à l'entraînement, tout le temps à fond, 100%. Et on l'imagine comme ça, c'est vrai, aboyer sur les mecs à l'entraînement, vouloir toujours être le meilleur. Et ça, c'est quand même une énorme qualité pour les joueurs de très haut niveau. Il n'y a pas de secret au bout d'un moment. Ouais, voilà, il n'y a pas de secret. Et nous, on passe à la suite. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Il a la taille d'un pivot. Il joue à l'aile, il aurait pu jouer meneur. Et Jason Kidd le compare déjà aux meilleurs, LeBron, Michael Jordan, je sais pas, moi c'est Giannis Antetokounmpo, the Greek Freak. Le mec, c'est un fou et on peut dire que c'est la feta à Milwaukee. Non, je balance, je l'ai volé à Thomas. C'est pas la meilleure chose que tu aies pu faire. C'est clair, je vais me planquer. Mais je l'ai dit au début d'émission, I wanna be like Thomas. C'est vrai. Non, mais Antetokounmpo, il est en train de réussir une saison énorme et Milwaukee en profite clairement. Ils sont actuellement 5e de la conférence Est avec un bilan de 18, il me semble. Ouais, c'est ça. C'est une belle surprise, mais c'est une évolution logique. C'est un mec qui a découvert la NBA en 2013, qui est arrivé de 2e division grecque, avec un physique, enfin voilà, comme tu le dis, taille de pivot, il joue à l'aile. On le décale aussi sur le poste de meneur, même si ce n'est pas là que je le préfère, parce que je ne suis pas sûr que sur la durée, ça soit là qu'il puisse amener des choses. Mais ce qu'il fait, en tout cas, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un athlète comme ça.
On pourrait même le comparer, tellement que physiquement c'est fou, à Will Chamberlain. C'est plus petit, mais physiquement il fait des choses. Il fait des choses où, d'un moment, t'as beau bien défendre, tu peux rien faire. Ce que j'aime beaucoup, moi, au-delà de son évolution, c'est vrai que il a commencé le basket très tard. C'est tous ces mecs-là qui ont des physiques hors normes, mais qui ont un truc pour le basket. C'est-à-dire que ça se guide pas, c'est inné. Ce gars-là, quand il a la balle dans les mains, qui fait des petites passes à ses potes, et on le voit d'ailleurs dans ses stats, 6 passes décisives, ce qui est énorme pour un mec de 2-11 qui joue meneur, 22 points, plus de 8 rebonds. C'est ce côté basketteur abouti, alors qu'il a très peu d'années de basket finalement. Moi, je suis impressionné par ses stats. Hein. Franchement, 22 points, c'est beaucoup pour un mec qui n'a pas de tir extérieur jusqu'à preuve du contraire. Évidemment, qui progresse. Notre ami, sur les 4 victoires, les 4 derniers matchs, il est à 45% à 3 points. Belle progression de monsieur Antetokounmpo. Surtout que c'est avant tout un défenseur. C'est un mec, au début, qu'on a envoyé charbonner. À la base. Non, c'est parce que c'est un beau physique. C'est un mec qui défendait. Oui, mais c'est un mec à la base qui a gagné des minutes sur de la défense. Aujourd'hui, les Bucks sont un 5 de mutant. C'est un 5 très grand. Della Vedova fait exception au poste de meneur. Derrière, c'est Tony Snell en poste 2. C'est très grand pour un poste 2. Antetokounmpo, on l'a dit. Jabari Parker en poste 4, très athlétique, et John Henson. Bonjour pour les mettre des lay-ups. Hein. Ouais, clairement. Non, mais c'est vrai qu'on aimait. En fait, ils sont en train de faire la saison qu'on attendait l'année dernière. On se souvient, l'année dernière, c'était la grosse hype de l'été. On a envie de voir Milwaukee en playoff. Ils sont écroulés. La saison, le choix de Greg Monroe qui sort du banc et qui est quand même beaucoup moins important dans l'effectif aujourd'hui. Donc là, ils sont en train de faire cette saison-là. Et puis lui, il est en train de jouer à un niveau de All-Star. Là, on l'attend au All-Star Game en février. Je vois pas comment il pourrait ne pas y être. Voilà, il joue au niveau All-Star. Et puis on s'est posé la question dans une matinale, est-ce que c'est pas lui le deuxième meilleur ailier de l'Est après LeBron James? Alors on peut en parler avec Jimmy Butler, Carmelo et Paul George, mais moi j'ai envie de le mettre aujourd'hui, vu son influence et ses stats, au deuxième meilleur poste de. Moi j'ai même envie d'aller plus loin. Est-ce que finalement Antetokounmpo, ça serait pas l'arme ultime pour battre LeBron sur une série de playoffs? Il peut le contester physiquement, il est plus grand que lui, il va aussi vite voir, tu vois, que lui. Il est peut-être plus filiforme, mais est-ce que finalement. Aujourd'hui, ouais. Mais est-ce que finalement, dans une série de playoffs, d'ici 1 an, 2 ans, avec LeBron un peu sur le déclin, est-ce qu'Antetokounmpo ne pourrait pas être l'arme pour vraiment contrer LeBron sur une série de playoffs, ce qui n'arrive pas depuis 2010. Ouais. Bon, il a 21 ans. Est-ce que c'est quelqu'un qui va peser? Est-ce que c'est un futur grand de l'NBA? Ouais, il a tout pour, parce que Erwan l'a dit, c'est d'abord un physique hors norme. Voilà. Et il fait de 11, il est hyper délié, il met des gros dunks dans la tête des gens. Et ça, c'est important quand on veut monter dans le haut tableau des stars de la NBA. Il est hyper flashy, il a un nouveau maillot, un nouveau terrain, ça joue, il a un bon coach. Et puis, il a la bonne tête, quoi. Tu vois, c'est un mec sympa, c'est un mec cool, bonne ambiance. Et si il a 2-3 histoires qui arrivent avec des meufs, ça peut directement être une resta rapide. Tranquille, le pauvre, il a 20 ans, il est catastrophique. Tu sais pas, un Nick Young. Hein. Pourquoi pas? Avec son frère Thanasis, tu les vois pas être dans la night, non? Une petite histoire à New York, une amourette avec une stripteaseuse, non? Le pauvre, tu lui prédis un avenir. Tu veux le brûler. À Milwaukee, ça va être compliqué quand même. Hein. Ouais, ça va être compliqué. C'est pour ça que j'ai dit à New York. Tu vois, quand ils sont en déplacement à New York, petite soirée, petite histoire sur TMZ. Entre bros, quoi. Mais ouais, exactement, entre bros, exactement. Non, c'est clairement une future star. Après, j'aime beaucoup son duo avec Jabari Parker, où les deux sont très complémentaires. L'un peut jouer 4, l'autre peut jouer 3. Ils peuvent alterner sur le truc. C'est un vrai casse-tête à défendre. Attends, j'ai une question. Pourquoi tu l'aimes pas en poste 1? C'est une vraie question. Pourquoi je l'aime pas? Parce que je trouve qu'il perd toute l'influence qu'il peut avoir sur un poste 3. Tu vois ce que je veux dire? Le fait qu'il ait la balle en meneur de jeu, enfin tu le sais mieux que moi ce que c'est être meneur de jeu, tu es concentré sur d'autres choses, faire jouer un peu plus les gens. Je pense qu'en poste 3, il est plus lui-même, plus libre. Tu vois, il va plus aller au rebond, il va plus mettre des contres en défense aussi. Par séquence, ça peut être intéressant sur des choses très ciblées, après des temps morts ou des match-ups particulières. Mais de manière générale, c'est un mec qui doit alterner entre le poste 3-4. Voilà. Ouais, non, mais j'entends, je suis clairement pas d'accord avec toi. Bon, non, mais tu vois, il fait partie de ces nouveaux mecs, enfin, non, même pas nouveaux mecs, mais des point forward. Alors, c'est LeBron, tout ça, ces derniers temps. Je parle de meneur de jeu, moi, mais Thomas. attends, meneur de jeu, tu sais, aujourd'hui, tu es dans une ligue où si tu es poste 3, tu te défends sur le poste 3 adverse, mais tu montes la balle. Mais Della Vedova monte la balle quand même. Mais oui, mais sauf que quand tu es meneur de jeu, de toute manière, si tu as des bons joueurs à côté, tu peux alterner qui va monter la balle. Pour moi, c'est un meneur de jeu parce qu'il a le sens du jeu et le sens de la passe. Et ça, c'est des mecs, ça se guide pas. James, c'est un meneur de jeu? Mais LeBron James, aujourd'hui au Cavs, il tourne à 9 passes, il remonte la balle, il a la première passe. Donc il joue meneur de jeu. D'accord, parce que tu me sors. Il joue pas poste 1. Mais qu'est-ce qu'on fait de ces postes all-around aussi? Ça existe ce poste-là. C'est pas parce qu'un mec fait 9 passes que c'est forcément un meneur de jeu. Oui, mais sauf que si tu 9 passes, j'ai du mal à croire que tu sois un mec qui touche jamais la balle. Meneur de jeu, c'est quand même le mec. Tu peux avoir un sens de la passe sans être catalogué meneur de jeu. Mais meneur de jeu, c'est pas poste 1. Moi, je pense que tu te trompes entre les deux. Non, mais je pense que. Il joue pas poste 1. Ouais, bon, il joue meneur de jeu. Il joue poste 3 et il joue meneur de jeu, c'est hyper important. C'est lui qui aura la première passe, boum, passe, c'est lui le meneur de jeu. Mais là, on chipote sur l'angle. Mais justement, cette première passe-là, moi, j'ai pas envie de le voir là. Moi, j'ai envie de le voir sortir d'un écran curlé et là, aller créer sur ses spins, sur des trucs.
Oui, mais alors vraiment avec beaucoup plus sur un poste 3, 4 que sur un poste 1. Comme je te dis, par séquence, pas trop. S'il prend 25 minutes sur la première passe, parce qu'il faut faire attention avec les mots qu'on emploie avec toi, sur la première passe, soyons précis. Ça ne me plaît pas. Okay. Je préfère le voir poste 4, poste 3, où là, il va faire des passes, mais il sera plus au rebond aussi, il sera plus près du cercle, et c'est quand même là qu'il est très fort. Vous l'aurez compris, Giannis Antetokounmpo, décidément, il aime bien me faire ripper. Giannis Antetokounmpo, Giannis Antetokounmpo fait débat, mais nous, on passe justement au débat. Après un bilan catastrophique la saison passée pour la dernière de Kobe, on imaginait que la reconstruction des Lakers se passerait plus difficilement. Finalement, c'est pas si mal. Kenyani, tout va bien. 10 victoires, 12 défaites. Les Lakers sont la belle surprise de ce début de saison. On peut le dire comme ça, après 20 matchs de NBA, c'est la belle surprise du début de saison. Non seulement parce que c'est les Lakers. Vas-y. Non, mais c'est pas une question de fan. Non, franchement, si j'avais préféré une autre équipe, j'aurais dit quand même que c'est un nouvel espoir. Que c'est la surprise, non seulement parce qu'ils ont un bon bilan, parce que c'est ça qui acte, mais parce que ça se passe bien et parce que Luke Walton est arrivé et à mettre en place un truc hyper rapidement. Quand je vois l'équipe d'aujourd'hui, l'effectif, qu'est-ce qui a changé? Brandon Ingram est arrivé, le rookie. Mozgov est arrivé, Luol Deng est arrivé. À part ça, c'est les mêmes joueurs. Et on parle de Cassos en général. Mais là, aujourd'hui, quand je vois leurs stats, l'année dernière, là, ils jouent un peu plus rapidement que l'année dernière. Ils marquent 106 points sur 100 possessions, alors que l'année dernière, ils marquaient 101 points. Et la défense, c'est à peu près pareil. Mais ils arrivent à prendre des matchs. Et ça fait quand même une énorme différence pour se lancer dans une nouvelle aventure. Bah, surtout, ce qui change terrible, c'est que les joueurs aujourd'hui sont à l'écoute du coach. L'année dernière, avec Byron Scott, c'était une catastrophe. Qui, lui, était pro-Kobe, à qui il a laissé tous les droits à Kobe. Et les jeunes qui arrivent en NBA, qui avaient envie de se montrer, qui avaient envie de prendre du plaisir, n'en ont pas pris du tout, ou très peu, quand Kobe était blessé sur quelques matchs. Mais même là, il y avait toujours Byron Scott qui benchait D'Angelo Russell, qui n'a pas été très cool, qui est vraiment à l'ancienne. Et là, ils arrivent avec un coach jeune qui lui a envie de prouver aussi qu'en tant que numéro 1, il peut faire des choses, avec des mecs qui ont aussi envie de prouver que derrière, que leur saison dernière, c'était juste vraiment à part. Donc les mecs, ils sont à l'écoute et ils sont trouvés avec un coach. Et quand tu trouves avec un coach, tu le suis et ça se sent. C'est une équipe qui ne lâche, tu me le dis souvent, c'est une équipe qui ne lâche jamais les matchs. Moins 10, moins 15, moins 20, ils reviennent. Et ce qu'on a vu à Chicago, notamment dans leur dernière victoire. Bon, alors ça veut dire que le coach a changé. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un vrai collectif? Parce qu'il n'y a plus Kobe. Ouais, parce qu'il n'y a personne qui met 20 points de moyenne, mais selon les matchs, on voit pas mal de mecs, Clarkson une fois, Ingram une fois, c'est un peu plus rare, Mozgov qui met des points, voilà, il y a... Ouais. Non, mais c'est vrai, de toute manière, Luke Walton a appliqué le système qui marche très fort aux Warriors, c'est-à-dire vous avez de très forts joueurs, des forces d'individualité. C'était l'assistant des Warriors. Exactement, c'était l'assistant des Warriors pendant 2-3 ans. Et l'année dernière. Le meilleur coach de l'année dernière. Le meilleur coach du début de saison, en tout cas, l'année dernière. 3 quarts, ouais. Et il a réussi à instaurer ça. Et c'est difficile par moment de convaincre les joueurs d'accepter ce système-là. Parce qu'on parle quand même, tu vois, les Lou Williams, les Nick Young, c'est des mecs qui ont besoin de la balle pour scorer, D'Angelo Russell et tout ça. Mais ils ont tous accepté d'avoir cette espèce de. On se fait des passes, et s'il y a un mec qui est chaud, il aura la balle. Et ça, tu l'as bien dit, tu as raison. C'est des mecs quand même qui tournent entre 17 et 12 points pour Randle et qui, à chaque match, sortent une grosse performance. J'ai là en tête Lou Williams qui a mis 40 points dans une défaite il y a 2-3 jours, mais il met 40 points et personne ne se dit « Ah, il a mis 40 points ce mec-là ». Justement, Lou Williams et Nick Young, est-ce qu'ils sont redevenus des basketteurs? Parce que c'était un peu compliqué l'année dernière. L'année dernière, c'est des mecs qui ont besoin d'avoir la balle, c'est des mecs qui ont besoin de scorer, c'est des mecs qui ont besoin de jouer dans un basket un peu foufou. L'année dernière, Kobe, il les a complètement flingués. Il les a complètement flingués. Maintenant, tu dis qu'il se passe la balle, c'est quand même un peu plus de 21 passes par match, c'est seulement la 19e équipe. Au niveau de la passe D, c'est pas encore rodé. Non, bien sûr que voilà, non, donc c'est... Non, mais après, tu sais, ça fait partie de... quand tu fais beaucoup de passes décisives, c'est parce qu'il y a des paniers faciles, finalement, ou des tirs ouverts. Là, aujourd'hui, il y a quand même des bons joueurs de 1 contre 1. Et voilà, on a le tableau qui est en direct. Donc, Lou Williams qui a plus de 17 points et Nick Young qui est un peu baissé ces derniers temps. En plus, il est blessé, mais qui était à 15 points il n'y a pas si longtemps. Ils prennent des gros tirs et ils les mettent. Ils prennent des tirs difficiles et ils les mettent parce qu'ils sont dans les bonnes conditions mentales d'abord. Et là, aujourd'hui, tous ces deux mecs-là sont très bons et sont redevenus clairement des basketteurs. Et ça, c'est quand même hyper rare. Tu vois, le changement d'un an d'une année à l'autre. Ces mecs-là, c'est peut-être la première fois de leur carrière qu'ils ont un rôle de vétéran dans cette équipe-là avec les jeunes. Lou Williams, non, c'est vraiment, même Lou Williams, tu vois, c'est des mecs finalement, c'est eux qui ont peut-être le plus d'expérience avec Calderon, mais Calderon qui est clairement sur la fin. Qui s'est blessé d'ailleurs. Ouais, et c'est peut-être eux, tu vois, qui ont ce rôle-là nouveau pour eux. Et en plus, ils se marrent beaucoup plus que l'année dernière et ça fonctionne. Est-ce que pour le plus grand plaisir de Thomas, on peut avoir l'espoir de les voir en play-off? Moi, j'ai envie d'aller plus loin que voir les playoffs. Ils sont dans la course à début décembre et c'est déjà une belle perf. Mais à terme, D'Angelo Russell, Ingram, ok, c'est pas mal. Randle, c'est cool et tout. Est-ce qu'au bout d'un moment, cet été, va peut-être pas falloir aller chercher une superstar ou alors on est vraiment dans le temps? Je te dis, les free agents de cet été, c'est pas trop mal. Hein. Steph Curry,
Blake Griffin, Chris Paul, j'ai rajouté Kyle Lowry. Est-ce qu'au bout d'un moment, si les Lakers, est-ce qu'avec cet effectif-là, va pouvoir émerger une superstar qui te fait gagner des titres? Moi, je crois qu'ils ont en leur sein, en tout cas, des joueurs qui ont le potentiel pour être un jour des All-Stars confirmés, qui portent leur équipe. Aller parler de titres et tout, c'est clairement prématuré. Mais moi, quand je vois D'Angelo Russell, quand je vois Brandon Ingram, qui est un enfant, c'est un fœtus aujourd'hui de joueur de NBA. Fœtus et élites. C'est des mecs qui, je pense sincèrement, même Julius Randle, des mecs qui un jour se seront, enfin tu vois, vraiment ils seront des joueurs NBA confirmés, qui feront des double-doubles de moyenne pour Julius Randle, mais tu vois, vraiment établis et qui pourront peut-être porter en tant que collectif jusqu'aux les premières places de l'Ouest. Malgré tout, pour moi, la limite des Lakers, tu vois. Mais bien sûr, c'est une limite. C'est des enfants. Non, mais c'est des enfants, certes. C'est des enfants, certes. Tu me parles de Kyle Lowry qui a 30 piges. Non, mais Kyle Lowry, je l'ai vraiment ajouté, à la fin. Est-ce que l'un de ces trois-là va venir? Mais personne ne va venir. Blake Griffin va venir aux Lakers, jamais de la vie. Chris Paul va venir aux Lakers, jamais de la vie. C'est qui le troisième que tu as cité? Stephen Curry va venir aux Lakers. On a quand même vu, mais mec, cet été, on a quand même vu Kevin Durant aller chez les Warriors. Moi, je me dis, tout est possible dans le football, enfin dans la NBA en tout cas. Non, mais autant il y a des choses. Est-ce que les Lakers, c'est le début d'une aventure. Alors soit il y a Paul George qui débarque dans un transfert, sinon c'est un. Est-ce que les Lakers sont pas en train de devenir attractifs, Tom, aussi? Ce qui n'était pas le cas ces 3 dernières années avec Kobe qui a tout flingué. Est-ce qu'ils redeviennent attractifs? Ça reste Los Angeles, ça reste les Lakers, et c'est quand même, sur le papier, s'ils arrivent à accrocher les playoffs qui sont dans la course, moi je te dis, la limite pour l'instant, c'est bien beau tout ça, la limite, il va leur falloir une superstar. Mais ce sera plutôt par un trade, je pense. Tu vois, un DeMarcus Cousins. Ou par un trade. Non, mais les ou par un trade. Ce sera un vrai choix. Moi, j'aime bien cette idée quand même de grandir ensemble, de voir où est-ce que ton équipe peut te mener. Alors, je te parle pas de 2050, je te dis, voir un an, on est sur la première saison du renouveau. Alors, 2018, si tu atteins les playoffs, 2019, si tu passes un tour de playoffs, 2020, tu vois, ça peut aller quand même super vite. Moi, quand j'ai en tête nos amis des Warriors. En 2020, j'aurai 63 ans. Quand je vois les Warriors, ils ont laissé le temps aux jeunes de se mettre et ils ont ajouté des pièces. Mais ils avaient des potentiels superstars Curry Thompson que je ne retrouve pas moi, pour l'instant chez les Lakers. Mais attends, alors ça. Tu penses que D'Angelo Russell peut être Steph Curry? On a complètement oublié qui était Klay Thompson. Ça c'est un rookie. On savait pas qu'il allait être si fort. Stephen Curry avait beaucoup de potentiel. On savait pas qu'il serait si fort. Ils se sont affirmés. En tout cas, voilà, c'est ça. Bah donc on peut laisser au petit jeu. On peut leur laisser le temps. J'ai juste un petit doute, c'est tout. Bon, avant de parler de 2020 et 21 et 25, ce soir ils reçoivent Utah. À quoi on peut s'attendre? J'ai du mal à croire qu'ils vont gagner. En fait, ce qui était rassurant jusqu'ici, c'est qu'ils prenaient des matchs. Ils sont allés gagner à Atlanta, ils sont allés gagner des matchs sympas. Ils gagnent à domicile, ils sont plutôt bien. Maintenant, là, ils rentrent un peu dans le rang parce qu'ils ont beaucoup de blessés. Et Utah qui remarche bien avec mon ami George Hill, je me dis que ça va être difficile d'aller gagner là-bas. Non, clairement. Ouais, surtout, c'est une équipe qui défend très fort à domicile, qui met beaucoup d'impact. Et là, comme tu dis, c'est encore jeune, ça recule encore un peu sur les quand ça maillotche dur. Non, bah ok pour les Lakers. Et nous, on enchaîne avec le top 5. Iguodala to Curry, back to Iguodala, up for the layup. LeBron James with the rejection. Ils poussent des coups de gueule, ils arrêtent les matchs quand ils veulent, ils ont des goûts douteux des fois sur les costards, mais en tout cas, nous, on va décider qui sont les meilleurs coachs de cette ligue en ce moment. Ouais. Peut-être Dwayne Casey. Crazy, yeah, my man. Moi, Dwayne Casey, je suis pas. Le coach de Toronto depuis 2011. Moi, je suis pas fan de Dwayne Casey, mais je reconnais le travail fait. C'est un mec qu'on a laissé bosser dans le temps, qui a eu très chaud l'année dernière au premier tour des playoffs quand ils battent. Quand ils passent les Pacers au match 7. Il aurait fallu d'un petit coup de sifflet de l'arbitre dans le dos sur une poussette de Yann Maimi pour qu'ils soient éjectés. Le fait est qu'ils sont passés enfin premier tour de playoffs. Ils sont allés jusqu'en finale de conf où ils ont été plutôt sérieux. Ils se font sortir 4-2. Et dans la durée, là, DeMar DeRozan, le gros contrat, il arrive à bien le gérer. Il y a une vraie forme de continuité chez lui. Voilà, c'est un coach sérieux, solide de cette ligue. Il faudrait qu'il arrête lui aussi de brailler tout le temps aux arbitres. Il se plaint un peu trop, le jeune homme. Mais c'est en tout cas ce que propose Toronto, c'est très correct. Dwayne Casey, c'est le 5e meilleur coach pour nous de la NBA. C'est surtout le plus grand coach de l'histoire de Toronto. Et ça, je pense que tu vois, dans l'histoire de Toronto, si ça se passe bien et qu'ils font d'autres finales de conférence, eh ben, il pourra dire moi, j'ai été le meilleur coach d'une franchise. Quand je vois depuis son arrivée, 23 victoires la première saison, 34 victoires, 48 victoires, 49 victoires, 56 l'année dernière. Et là, ils sont sur les mêmes eaux. Superbe progression de Dwayne Casey. Et c'est ça aussi qu'on voulait saluer. Il a réussi à amener Kyle Lowry. On a oublié que Kyle Lowry, avant Toronto, c'était un bon petit joueur, mais il n'a jamais eu sa chance à Houston et tout ça. À Memphis, voilà, c'était un bon petit joueur, mais sans plus. Et DeRozan qui... Tu vois, on peut jamais. Il a progressé, il est arrivé à maturité, mais tu peux pas enlever le rôle du coach dans la progression mentale. Donc, il faut donner du crédit à notre ami Dwayne Casey. C'est ce qu'on fait. Brad Stevens, lui, est coach des Celtics depuis 2013. Ouais, c'est autre chose. Lui aussi, il fait partie du top 5. Ouais, c'est la nouvelle génération de coachs, des mecs qui viennent de la fac, jeunes, du PEPS, qui était à Butler, qui a fait du bon travail d'ailleurs à Butler pendant pas mal d'années. Voilà, c'est jeune et ambitieux, c'est exactement ça. Et pas vicieux.
Ouais, et pas vicieux. Et c'est surtout, voilà, c'est les mecs qui arrivent. Il est sympa. Il paye souvent en plus les bières en fin de soirée, il est vraiment cool. Non, mais clairement, c'est cette nouvelle génération. Tu parles beaucoup des soirées, toi. Apparemment, c'est ton. Hier soirée, j'ai dit qu'on buvait des bières à 17h, c'est possible. On des télé aussi. Bah, j'espère, je vais lui envoyer bref. Et non, voilà, c'est ces mecs-là qui ont envie d'installer des collectifs. Et là, on est quand même dans cette nouvelle forme de jeu de vouloir avoir des bons joueurs et le passing game. Parce que c'est ce qui marche aujourd'hui, c'est plus un contre un, bête et méchant, gang. Et là, lui, il a réussi à installer ça très rapidement à Boston. Bon, les Rockets sont un nouveau coach depuis le début de saison. Alors lui, c'est un vieux de la vieille qui est de retour. Monsieur Pringles. Ouais, Monsieur Pringles qui est de retour avec son système à la Mike D'Antoni. Énormément de jeux rapides. Il a décalé James Harden à la main pour retrouver un petit peu ce qu'il avait avec Steve Nash. Bravo. Même si c'est pas les mêmes joueurs, mais quand même dans l'impact que James Harden. On peut le comparer à ce que faisait Steve Nash avec les Suns. Voilà, beaucoup de crédit au meneur de jeu, beaucoup de jeux rapides, ça court, ça shoot vite, ça met dedans, ça défend moyen, mais en tout cas ça se marre, ça gagne des matchs. Et voilà, il y a de l'enthousiasme autour des Rockets qui aussi sort d'une saison très compliquée. On sait après que c'est limité. Oui, a priori, dans des matchs de playoff de Muerte, on sait que c'est très compliqué, le 7 secondes ou moins. Mais en tout cas, ce qui fait redresser une franchise qui est au bout du rouleau, réinventer James Harden comme ça, voilà, bravo Mike D'Antoni. Clairement, le crédit, je crois que c'est là, c'est quand on fait la comparaison entre ce qui s'est passé avant, avec à peu près le même effectif, et ce qui se passe maintenant. Et il y a une différence énorme. James Harden, depuis le départ de Dwight Howard et l'arrivée de Mike D'Antoni, wow, c'est la fête à la maison, il est super content, clairement. Ils ont amené Eric Gordon et Ray Anderson. Tu peux pas trouver mieux dans le système de D'Antoni, des mecs qui défendent pas, qui mettent des tirs. Et ça marche. Voilà, parce que c'est toujours pareil, il faut regarder les bilans. Et le bilan est hyper positif pour Mike D'Antoni et son retour. Pourtant, on pensait qu'il était grillé ces dernières années. Steve Kerr, lui, est coach des Warriors, évidemment, depuis 2014. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Il a réussi à intégrer, je sais pas si c'est une prouesse, mais en tout cas, il a réussi à intégrer Kevin Durant. Et je crois que c'est là-dessus qu'on voulait l'arrêter. Alors, il y aura beaucoup de problèmes. Il faut voir avec Bob Myers, le GM, s'il n'y a pas 2-3 ajustements à faire sur le poste de pivot et à l'intérieur. Mais sur le principe, voilà, il a réussi à intégrer très rapidement Kevin Durant dans son système offensif. Et puis, ça marche très bien, quoi. Je suis beaucoup plus sceptique, moi, sur Steve Kerr, qui, déjà l'année dernière, j'étais pas pour qu'il récupère le trophée de coach de l'année parce qu'il a raté les 3 quarts de la saison. On en avait débattu longuement ailleurs. Et Steve Kerr, aujourd'hui, j'ai en mémoire quand même ces finales NBA où il mène 3-1 et il est complètement out-coaché derrière par Tyronn Lue. Quand il mène 3-1, il ne propose plus rien, il s'entête dans ses trucs. Aujourd'hui, moi, j'ai des sérieux doutes. Le début de saison a été compliqué un petit peu. Ils n'étaient pas prêts, les Warriors, sur un match ou deux, ils n'étaient pas prêts, mais c'est pas normal avec l'effectif qu'il a. Aujourd'hui, il gagne des matchs, mais encore heureux avec l'effectif qu'il a. Moi, j'ai de sérieux doutes aujourd'hui sur Steve Kerr. Tu as voulu le mettre, on l'a mis, c'est très bien. Mais voilà, je voulais souligner quand même qu'aujourd'hui, moi, Steve Kerr, j'attends. C'est un bon coach quand même, Erwan. Moi, j'ai encore quelques interrogations. J'ai encore quelques interrogations sur lui. Heureusement qu'il est que champion, alors. Ouais, mais Heureusement qu'il est que champion. Très bien. En 2 ans, le gars n'est pas devenu. Il a été champion il y a 2 ans. Et en finale l'année dernière. J'aimerais bien voir le même. Mais on a le droit de critiquer Popovic quand il perd en 7 matchs contre Miami. Son coaching, moi, on en avait parlé aussi. On avait trouvé son coaching très suspect. On avait des choses à reprocher. Il est le 15e meilleur coach de la ligue. Non, on l'a pas quand même. Il est dans le top 5. Il est dans le top 5. Ça fait 20 ans maintenant qu'il est coach. Alors lui, il a un autre crédit, il a un autre vécu. Je pense qu'il a appris aussi de ses erreurs. Et c'est ce que je peux attendre de Steve Kerr, d'apprendre de ses erreurs. Pour l'instant, c'est pas le cas. J'ai l'impression. Greg Popovich, voilà, de toute façon, le système Spurs, c'est ce qu'on disait plus tôt dans l'émission. Tu peux enlever n'importe qui, faire jouer Thomas et moi. Si il y a le système Spurs, il gagnera quand même des matchs. Il y a moyen que je mette 6-7 points sur un match avec les Spurs. Un layback, un lancer franc, une coupe dans le dos, des voleurs, une petite carotte, là tu cours comme ça. Non mais Popovich, c'est le boss du game. Là aujourd'hui, c'est le meilleur coach. Au-delà de ce qu'il fait aux Spurs, voilà, c'est l'influence qu'il a sur toute la ligue. Tu regardes la moitié des franchises NBA, il y a toujours un mec des Spurs qui est passé par les Spurs, soit au coaching, soit dans les bureaux, soit un mec qui racle les chiottes. Enfin, il y a toujours un mec des Spurs dans les autres franchises. Ah, t'es passé par les Spurs? Ah bah super, tu vas pouvoir nettoyer les chiottes. Le desktop, il est dans le coin. Bon, en tout cas, voilà pour le top 5 des meilleurs coachs de la ligue en ce moment. Et puis nous, on passe à la rubrique All-Star, pas All-Star. Décidément, aujourd'hui, ça arrive. In overtime, and Michael has the ball, again guarded by Sean Marion. The fadeaway. Toutes les semaines, nous, on vous parle des All-Stars, pas All-Stars, ce qui nous a émoustillés. Bon, ça, on a fait déjà la semaine dernière. Mais par contre, ce qui vous a peut-être échappé, mais ce que nous, on a retenu. Qu'est-ce que tu as retenu, toi, du coup? Moi, All-Star, c'est une vidéo, un petit gif, un montage. J'ai pleuré de rire. Ah oui. C'est Draymond Green en mode Karate Kid ou je sais pas quoi. Mais j'ai pleuré de rire. Mais voilà.
Il est tellement déterminé. Et je trouve que c'est l'un des meilleurs montages de ces derniers mois, mais pourtant il y en a beaucoup. Ouais. Et celui-là, il m'a vraiment fait rire. Allez, si vous voulez le voir à l'infini, on l'a mis sur le compte Instagram et sur le compte Facebook de First Team. C'est mon All-Star, ça m'a vraiment fait rire. Tu m'étonnes. Moi, c'est un truc un peu plus terre à terre. Hein. Désolé, les gars. C'est Reggie Jackson qui est revenu. Je voulais quand même qu'on en dise un mot aujourd'hui. Alors, Détroit allait très bien. Reggie Jackson revient, 18 points, bon match, pick and roll avec des Drummond, jeux et tout. Mais ils perdent. Alors j'espère que ça n'aura aucune incidence, tu vois, de ce laps de temps de une star revient un joueur important revient dans l'équipe, comment ça va se passer. J'espère qu'ils n'auront pas ce moment parce qu'ils étaient bien repris. Donc ça, c'est mon premier All-Star. J'en ai un deuxième, je m'en fiche. C'est Dario Saric qui fait un super début de saison et qui nous a accrédité d'un grosse fou comme ça. C'était Hot Sauce from Croatia, TG dans la tête. J'ai appris la pris cher, il m'a fait marrer. Donc voilà, Dario Saric qui fait un super début de saison. Bon, moi, j'avais envie de parler de Kristaps Porzingis, non seulement parce que j'avais envie de mettre tous les noms compliqués dans la même émission, mais en plus, c'est parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez. Il a 21 ans, c'est quand même sympa ce qu'il fait. Je trouve qu'il a des super. Sympa, hein. Et puis, forcément, j'avais envie de dire que pour chaque compte qu'il réalise, il offre $500 à une association caritative. Ça, c'est sympa. Mais il a été sifflé donc, par les supporters quand il s'est fait drafter. Maintenant, ça, c'est oublié. L'année dernière, en 19 matchs, il avait 13-8 de moyenne. Et cette année, il est à 28. Qu'est-ce qu'on peut dire de sa progression? Comment ça s'explique? Qu'il est clairement en course pour être un MVP, qu'il est jeune et encore très perfectible. Je pense qu'on n'a pas vu la moitié de son potentiel. C'est un mec après qui était éduqué, formé en Europe, donc qui est arrivé, qui était prêt à jouer, mais qui peut gagner en vitesse, qui peut gagner en caisse athlétique. Et en leadership avec et en leadership, donc je pense qu'on n'a pas vu la moitié de ce que peut faire Et ce qui est Porzingis. super, c'est qu'il y a Porzingis qui est extraordinaire, et t'as Karl Anthony Towns qui a le même poste, même genre de profil, entre guillemets. Et je pense qu'on a deux mecs, sur 10 ans, on va se régaler. J'espère qu'il y en aura des joutes en play-off prochainement entre ces deux-là. En finale ou rien, par contre. Ouais, ou alors il y en a un des deux qui sera transféré, évidemment. Bon, aurais-tu un pas All-Star, du coup? Moi, j'ai un pas All-Star, c'est J.R. Smith. On parlait des Cavs en début d'émission. Il est catastrophique en ce moment. On retrouve le mauvais J.R. J'espère qu'il n'y a pas un gros strip club qui s'est ouvert à Cleveland. Sinon, Il a ouvert lui-même son propre strip club. Sinon, ils sont un petit peu dans la merde, nos amis des Cavs. Non, on connaît l'importance de J.R. Smith chez les Cavs. Et là, quand LeBron est mis au repos, des trucs comme ça, j'aimerais bien qu'ils mettent un petit peu plus le nez à la figure, à la fenêtre. Tu confonds avec Draymond Green, le nez à la figure. Voilà. Bon, alors, et toi? Mon pas All-Star, c'est les supporters de New York. En fait, ils sont hyper All-Star, c'est méga sûr. Alors, il y a Sacramento qui est venu jouer hier soir au Madison Square Garden. Et quand Man Barnes avait la balle, vous savez ce que le public criait? Derek Fisher. Derek Fisher. Mais mon gars, mais ça c'est al dente, ça c'est ce qu'on aime, Erwan. C'est croustillant, quoi. Mais attends, ça c'est du génie. C'est fondant et Et croustillant. croustillant. Ils m'ont fait rêver. J'aime beaucoup les chants, les supporters, c'est fondant, les fusils, farfales. Moi, j'avais envie de parler de Chris Paul qui fait des selfies en pleine rencontre. Je trouve ça vraiment normal. irrespectueux. Oh, carrément. Non, mais c'est vrai, pour les Cavs, J.R. je Smith trouve qui ça... sort du terrain pour les saluer Jet Terry. Ouais, mais voilà, pareil, même Akabi, moi je trouve ça franchement T'as 82 matchs irrespectueux. dans l'année. Ça, Thomas, lui, ça le fait marrer. Non, mais t'as raison, Vanessa, c'est catastrophique. Non, mais il a 31 ans, donc il est sous contrat jusqu'en 2018, mais il pourrait être free agent. Mais il le saura, il pourra je te prendre rassure, l'option. C'est le moment de prendre 100 Apparemment, millions, il prévoit de demander 195 millions sur 5 ans. Est-ce que pour vous, c'est justifié? Bien sûr, c'est justifié. Alors, c'est énormément d'argent, mais c'est un des tout meilleurs à son poste. C'est une superstar. Tu le prends dans ton équipe, tu joues le titre direct. Bien sûr que c'est Il justifié. aura de quoi s'acheter des télé 4K. Hein. Bon. Il y a un problème avec la télé, j'ai l'impression. Tu as envie de nous dire quelque chose? Non, c'est pas moi qui vais dire des choses, il y en a d'autres, je pense. Non. C'est quasiment la fin de cette émission, mais évidemment, on ne peut pas vous quitter sans les remerciements de Ron. Oui, bien sûr. Allez, Pierrot, envoie le bousin, envoie la smoule. On va remercier notre ami Brian Winters. Quand il arrivait dans une équipe, il disait Hey, Winters is coming. Oh. Ok. Bah, il arrive. Et j'ai joué, voilà. avec son fils à Nantes, qui a fait une petite carrière en Pro B, qui est passé par l'Armine de Nantes. Ah, ça c'est vrai. Pour l'info. Ah, c'est c'est un une Avec blague. un journal allemand. Non, c'est vrai. Brian. ok. Comment il s'appelait Ça m'échappe. Donc, il a joué à Nantes, son fils en Pro B, Ok. sous Antoine Michon. Bref, voilà, on enchaîne. C'est une petite info. vraiment son fils Et là, national, j'espère. et là, ça n'a rien à voir avec le hasard. C'est Walt Hazard, mais son père était plus connu que lui. Balt Hazard. Bah, ouf. Ok. Bon, bah, en tout cas, je tiens à remercier toute l'équipe, tous ceux qui nous permettent de faire cette émission, évidemment, toutes les semaines, tous les Winters, jours. c'était ça, Brian Winters. Ok, ça va Ouais, ça, oui, sinon, ça il y a va. Neil Winters, mais ça, c'est dans les feux de l'amour. Non, ça... Non, Ah non, ok, mais là, bon, là, alors, sinon... Tu vois, allez, c'est le moment de rendre l'antenne très très vite. Merci
Merci beaucoup, évidemment. Retrouvez-nous toutes les semaines, tous les matins, même dans le Breakfast. Tous les lundis dans le First Talk. Et puis tous les jeudis, ça a commencé. J'espère que vous ne l'avez pas loupé, parce que ça aussi, c'est croustillant à se mettre sous la dent. Ouais, et à noter, nous sommes 10 000 sur Facebook. Bravo à tous. On est super contents. C'est le début de cette aventure merveilleuse. Ça fait un mois, on est déjà 10 000, c'est cool. Ouais, c'est l'occasion de vous abonner à Twitter, à Facebook, à Instagram, à Snap, à tout ce qu'il faut. À tout. Tu veux pas faire un appel aux dons pour la télé? Un appel aux dons pour Thomas, voilà. Nous, on vous fait de gros bisous. Moi, je vous dis à la semaine prochaine, mais eux, ils sont là demain matin avec les cernes. Allez, bisous.